Salut et bienvenue à cet épisode spécial d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Le 7 novembre passé, encore en 2024, en soirée, j'ai eu la chance d'aller avec mon studio mobile à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie, l'IRIC, pour participer et pour enregistrer un épisode spécial à un événement assez particulier appelé Dans les coulisses de la recherche sur le cancer, où des jeunes chercheurs sont amenés à vulgariser ce qu'ils font auprès de personnes du grand public. Et c'est cette conversation avec Sophie-André Blondin, Thomas Milan et Laurence Côté que je t'amène aujourd'hui. Bonne écoute! Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être ici, à l'IRIC, à cette combienième édition des coulisses de la recherche? 5e édition. 5e édition des coulisses de la recherche. Pour moi, c'est ma première. Et pour parler un petit peu de cet événement assez spécial, le format, c'était surprenant pour moi. J'ai avec moi donc Thomas Milan, fondateur de l'événement, Sophie-André Blondin, qui aujourd'hui a formé les jeunes chercheurs à comment vulgariser. Contribuer. J'ai pas fait toute la formation, mais j'ai petite contribution. Parfait. Après, on va parler aussi avec des participantes dans une autre partie. Mais donc, pour commencer cette conversation, déjà, je suis super content d'avoir la chance d'être ici aujourd'hui, dans cette belle soirée atypique de ce mois de post-Halloween de 2024. C'est vraiment particulier. Mais c'est ça... Donc, 5e édition, dans les coulisses de la recherche. Moi, ce que j'ai vécu, c'était être à une table où des jeunes chercheurs passaient, donc tournaient de table en table, venaient vulgariser leur recherche. Et après, des membres, donc indéfinis, moi, je ne sais pas, à part Sophie-André, j'avais aucune idée du profil des autres personnes autour de la table. Et là, après 5 minutes de présentation, c'était à nous de poser nos questions, par rapport à ce qui était dit et décrit par la personne, pas pour les challenger proprement dit, mais pour démontrer et les faire un peu jongler avec notre curiosité naturelle par rapport à ça. Comment est née cette idée de créer cet événement dans les coulisses de la recherche? D'ailleurs, le nom le dit et c'est très bien trouvé. D'ailleurs, Thomas, je te laisse aussi la chance de te présenter un petit peu plus que ce que moi j'ai fait. Avec plaisir. Merci beaucoup de me donner la parole de ce speed dating scientifique. On va en parler dans quelques instants. Puis, moi, dans le fond, je m'appelle Thomas Milan. Je suis communicateur scientifique, créateur de contenu scientifique sur les médias sociaux. Je travaille notamment avec La Science d'abord, qui est un organisme qui lutte contre la désinformation sur les médias sociaux, et également avec le Fonds de recherche du Québec, le scientifique en chef du Québec, Rémi Caillon, où je les soutiens également à démystifier et à les aider à lutter contre la désinformation également. Puis je donne aussi des formations, je fais aussi de l'animation de congrès scientifiques, donc beaucoup de chapeaux, mais principalement la lutte contre la désinformation. Puis je suis également sur Twitch avec une chaîne qui s'appelle Science à la carte, où en fait je fais des matinales le matin 3-4 fois par semaine, des lives de 3-4 heures, où on passe à travers l'actualité scientifique du moment, qui passe à travers Radio-Canada, la presse, Le Monde, et puis en fait on va démystifier ça autour d'un café. C'est vraiment l'ambiance cosy de on démarre la journée ensemble, on fait une revue de presse, on démystifie un petit peu quelle chose fait la une des journaux, etc. Donc c'est vraiment l'idée de faire une ambiance décontractée et d'accueillir le monde sur Twitch. C'est du direct et ça, j'adore ça. Et en fait, cette passion pour la communication scientifique, elle a vraiment débuté dans les coulisses de la recherche. Et là, je t'amène un petit peu en arrière. En 2017, un vendredi soir au laboratoire, avec une collègue à moi qui s'appelle Mireille Larouche, on était en train de littéralement faire des expériences à 18h30 le soir, un vendredi soir. Un peu bizarre comme vendredi soir, mais c'est un peu le quotidien de beaucoup de personnes au laboratoire. Et on jasait. Puis les expériences marchaient pas très bien à ce moment-là, comme 99% du temps finalement en recherche, et on s'est dit ce serait le fun en fait d'avoir plus de concret dans ce qu'on fait en ce moment, parce que là on perd le sens de ça marche pas nos affaires, ça marche pas notre boîte de pitry, nos expériences, ça marche pas, mais on aimerait ça l'expliquer au public pourquoi ça marche pas, puis qu'est-ce qui fait en sorte que une expérience va fonctionner, pas une autre, comment la science fonctionne, comment la recherche fonctionne. Et en fait on est arrivé au point où on s'est dit aussi, mais pour aller plus loin dans le raisonnement, on s'est dit c'est le fun de parler du financement de la recherche, de solliciter les gens à donner pour la recherche contre le cancer. Mais il va où cet argent-là? Puis pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent concrètement? Donc il faut expliquer que ça permet de financer du matériel,
des ressources humaines, des bourses étudiantes, des chercheurs-chercheuses, des infrastructures, plein de choses. Et on s'est dit, OK, bon, on a compris ça. Comment est-ce qu'en même temps, on va le passer auprès du grand public? Parce que nous, on voulait vraiment faire tomber les murs du laboratoire. C'était vraiment notre objectif. On a vu un peu les formats qui existaient au Québec, des conférences, grand public, dans un amphithéâtre de 300 personnes, où t'as clairement pas envie de poser une question, de prendre le micro et dire hey, coucou, moi j'ai une question sur ta voix de signalisation, que personne n'a rien compris, mais moi j'ai une question là-dessus, c'est hyper intimidant. Et on s'est dit, faisons une ambiance beaucoup plus cosy, faisons quelque chose de beaucoup plus intime, propice aux questions, où les gens n'auraient pas peur de poser une question, parce qu'ils sont autour d'une table ronde, parce qu'il y a un experte d'une thématique, il est là pour parler de son quotidien, de sa réalité, de montrer l'humain qu'il y a derrière la recherche, et mettons des personnes du grand public, monsieur, madame, tout le monde, avec un bagage différent, avec des connaissances différentes, plus ou moins poussées, avec un passé différent, peut-être une appréhension en fait à écouter de la science. Souvent, les personnes ont peur des mathématiques, de la physique, de la chimie, donc on a essayé de trouver du monde un peu partout qui justement avait cette appréhension-là pour réconcilier en fait les gens avec la science et leur expliquer comment ça fonctionne concrètement et mettre des visages derrière les travaux de recherche. Et avec Mireille, on s'est dit ok, let's go, on va challenger les idées, faisons un speed dating. Un speed dating scientifique où on va mettre des gens du grand public avec un chercheur ou une chercheuse, on va les faire jaser pendant 15 minutes, on va pousser les discussions, on va lui demander de faire 5 minutes pour parler de son projet de manière vulgarisée, puis ensuite 10 minutes de questions. Et le projet, à première édition, on a fait ça en un mois de février, il faisait moins 15 dehors. Yannick Villedieu, qui était à l'époque l'animateur de cet événement-là, quand on l'a approché, il nous a dit « ça marchera pas votre événement-là ». Ça ne marchera pas. Vous allez pas me faire croire, vous allez faire une salle comble. 130 personnes qui vont se déplacer un jeudi soir, un vendredi, en février, à moins 15 dehors, en pleine tempête de neige. Ça marchera pas en haut de la montagne, ça marchera pas. Bingo, ça a marché. En 2018, ça a été pleine. Première édition, on a essuyé les plates, là, clairement, là. Il faut que ça roule. On s'est rendu compte qu'on avait peut-être trop de quarts d'heure. Parce que c'est des quarts d'heure. Il y en avait 6 quarts d'heure à l'époque. C'était un peu drainant pour les étudiants et étudiantes. Donc, on a revu un peu, ce qu'on a pu faire pour la deuxième édition. On a rechallengé un peu les idées. Et puis, troisième édition, pareil, toujours salle comble. Ça a toujours bien fonctionné. Et puis, malheureusement, la pandémie est arrivée. Moi, j'ai terminé mon doctorat. J'ai ensuite démarré ma carrière en tant que travailleur autonome. Donc, j'ai passé les clés et j'étais très content de voir que des étudiants à l'ERIC reprenaient le flambeau et voulaient retenter l'aventure. Donc, la 4e et 5e édition, j'étais pas du tout dans l'organisation. J'étais plus spectateur et je suis vraiment trop heureux de voir que ça vole de ses propres ailes aujourd'hui. Eh bien, tout ça est né un vendredi soir au labo avec des expériences qui marchent pas. Comme quoi, ne faites pas de 5 à 7, restez au laboratoire, puis jasez avec vos collègues et peut-être que des idées un peu folles vont sortir de ça. Merveilleux, mais c'est très inspirant et ça montre que quand quelqu'un nous dit qu'une idée marchera pas, des fois on a une inspiration qui nous dit ça va marcher. Des fois il faut faire confiance à ça. Parce que au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, on aura tenté l'affaire. Exactement, et vous aurez appris, des choses avec. Exactement. Et probablement fait des contacts, etc. Mais merveilleux, c'est une super belle histoire. J'ai envie de dire, les anglophones dans la BD disent origin story. Je sais pas s'il y a un terme assigné en français, mais c'est super beau. Et ça, le fait que ça commence au labo avec deux jeunes chercheurs qui se disent bon, il faut qu'on fasse quelque chose, je trouve ça génial, génial. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cet événement-là, probablement que je ferais pas ce métier-là que je fais actuellement. Je suis tombé en amour vraiment à ce format-là et la communication scientifique et l'importance de la transmettre au grand public avec cet événement-là, avec ce projet-là. Et donc, s'il n'avait pas existé, peut-être que je ferais autre chose, peut-être que je serais en industrie, peut-être que je serais en postdoc, je le sais pas trop. Mais actuellement, c'est ça que je fais et puis je m'éclate aujourd'hui au jour le jour. Comme une des chercheuses qui est venue nous voir aujourd'hui à notre table, tu as été piqué par une araignée et le super pouvoir est né à partir de là, très bien. Sophie-André Blondin, l'auditoire de Papa PhD, d'au-delà de la thèse, est dans toute la francophonie. Ici au Québec, on vous connaît bien, on connaît votre voix de la radio. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui sont en dehors des frontières du Québec un petit peu et votre cheminement vers aussi la vulgarisation scientifique? Mon cheminement est très différent de celui qu'on vient d'entendre. Alors oui, je suis animatrice de l'émission qui s'appelle Les Années-Lumière. Ça fait 30 ans que Les Années-Lumière, sur les ondes de la radio publique au Canada, donc d'un océan à l'autre, tous les dimanches pendant 2 heures, raconte des histoires de science à la radio. On fait du cinéma pour les oreilles.
avec, vous savez, donc des contenus scientifiques qui sont parfois difficiles à transmettre sans les images. Alors, c'est 2 heures d'actualité et de culture scientifique. C'est un magazine. Alors, ce sont des sujets de sciences fondamentales très variés. On va de, je sais pas moi, la paléontologie à l'astrophysique en passant par la recherche médicale. Les sciences sociales sont aussi inclus. Alors, moi, je suis l'animatrice de l'émission. Il y a des journalistes qui vont sur le terrain, qui nous rapportent des sujets, quelques chroniqueurs aussi. Et toutes les semaines, on prépare un reportage de 2 heures. C'est disponible d'ailleurs, ça s'écoute en direct, comme la bonne vieille radio que j'ai appris, mais c'est aussi disponible sur les plateformes audio, par exemple, d'ici Radio-Canada Première, pour l'éternité ou à peu près, en tout cas tant qu'on aura ces formats-là. Donc, c'est vraiment, moi, je suis l'animatrice. D'ailleurs, à ce poste d'animatrice des Années-Lumière, j'ai succédé à Yannick Villedieu, qui a été le premier animateur de cet événement. Alors, les organisateurs ont de la suite dans les idées. Ils ont trouvé la talle des Années-Lumière pour aller chercher les animateurs. Et je suis arrivée par la science, mais vraiment par toutes sortes de détours improbables. J'ai toujours été curieuse, oui. Mathophobe totale. J'ai 60 ans aujourd'hui et je fais encore des cauchemars sur les examens de maths pour lesquels je n'ai pas étudié. Alors, c'est vous dire que c'est pas un naturel chez moi. La médecine m'intéressait, mais j'ai eu peur j'ai fait un petit peu de sciences au cégep ici, qui est une étape, mais j'ai eu très peur et je suis allée étudier donc en communication avec un profil en cinéma, ce qui m'a menée évidemment à la radio. Mais comme je vous dis, je fais du cinéma pour les oreilles et pendant des années, j'ai été chroniqueur culturel. Alors, je faisais de la critique de théâtre, moi. J'allais voir des spectacles. Puis les enfants s'ajoutant, ça devenait plus difficile et tranquillement, je suis devenue plus journaliste politique, économique. Et un jour, on m'a dit, ta prochaine affectation, c'est aux Années-Lumière et à la science. Et j'ai dit, êtes-vous certain? Et je suis tombée complètement amoureuse du sujet parce que, les scientifiques sont des invités, des personnes juste assez folles, juste assez créatives pour nous permettre à nous, qui ne maîtrisons aucune science, mais qui maîtrisons l'art de raconter des histoires originales. Alors que j'ai passé des années à être la 8e à interviewer un chanteur ou être la 8e à essayer de coincer un politicien qui voulait de toute façon ne pas me parler, là, je suis débarquée dans un monde où on a juste envie de me parler. Ils sont contents. Ils nous ouvrent la porte des laboratoires. Ils sont tout seuls le vendredi soir. Là, ils savent pas quoi faire. Alors ils nous ouvrent la porte. Alors, ma vie a changé. Et j'ai découvert le monde. Et même que le monde, le mot vulgarisateur scientifique, le mot journaliste scientifique, médiateur, ça n'existait même pas. Nous, on était des journalistes. Personne n'avait, Yannick non plus, de formation scientifique. Et on était affectés à l'émission scientifique. Donc, tous avec beaucoup de travail à faire pour, à chaque semaine, aborder des sujets différents. Puis en ce moment, là, je fais environ 4 ou 5 entrevues. Ça, c'est ma contribution dans mon émission. Donc, à chaque semaine, le lundi, je dois trouver 4 ou 5 sujets, 4 ou 5 invités en français, le plus possible des femmes. Parce que je fais un effort de ce côté-là, dans des disciplines différentes pour le vendredi enregistrer une émission qui soit présentée le dimanche. Donc, c'est très dynamisant. Très dynamisant. Et puis, c'est pas 5 minutes comme ce soir, c'est 2 heures. 2 heures de cinéma pour les oreilles, basé sur la science. C'est vraiment quelque chose. Et c'est semaine après semaine. Donc, il y a toujours, j'imagine, des histoires à raconter. La science avance toujours. Et je suis sûr qu'il y a toujours aussi une bibliothèque d'histoires en arrière qu'il faut qu'on passe les autres avant de les passer elles. Donc, il n'y a pas il y a pas de manque de thématiques, je suis sûr, en sciences. Maintenant, aujourd'hui, donc, ce qui était intéressant dans le format des coulisses de la recherche, c'est que, en effet, on a été à table avec ces jeunes chercheurs et chercheuses, qui sont venus nous faire cet exercice de vulgarisation. Donc, pour vous, est-ce que vous sentez que, de votre côté, avec les années, les scientifiques, de plus en plus, ils s'intéressent pour la vulgarisation, ils sont bons en vulgarisation et il y a comme une ouverture du milieu scientifique à cet exercice-là et peut-être même d'avoir compris que ça va
les améliorer dans leur trajet professionnel comme scientifique? Absolument, absolument. Une grosse, grosse différence. Je me souviens d'avoir j'avais passé presque 2 semaines sur la Munson, qui est un brise-glace de recherche. Et là, j'avais donc vécu beaucoup plus avec la communauté de scientifiques que j'interviewais, mais pas parce que, en fait, il y avait des gens là que je connaissais pas parce qu'ils ne s'adressaient pas aux médias. Il y a beaucoup de scientifiques à l'époque qui ne voulaient pas parler aux médias. D'ailleurs, on a regardé un peu de haut les chercheurs et les scientifiques qui, eux, parlaient souvent aux médias. On les appelait les kids Kodak. Il y avait un préjugé défavorable envers les scientifiques qui parlaient aux médias parce que ça tourne les coins ronds, les nuances ne sont pas là, pendant qu'on parle aux médias, on fait pas des choses importantes. C'était pas valorisé non plus dans le cursus, dans la trajectoire des chercheurs. Il s'est passé quelque chose où à un moment donné, on s'est rendu compte, comme Thomas l'expliquait tout à l'heure, qu'il faut expliquer au public où va leur argent, que font les scientifiques avec le temps et l'argent qu'on leur donne comme ça. Et donc, il y avait ce souci de remettre à la communauté ce que la communauté a donné. Et ça passe par nous, ça passe par les médias. Et j'ai vu une énorme différence. J'ai commencé il y a une 20aine d'années comme journaliste aux Années-Lumière. Et parfois, c'était difficile de convaincre un scientifique de nous parler. Très souvent, ça m'arrivait, avec ma petite voix plus jeune, d'appeler un scientifique qui me disait « Oh, vous savez, je vais quand même pas vous résumer 30 ans de travail en 10 minutes. » C'était mal vu. Puis il me disait, et vous, votre formation, c'est quoi? Et il voulait simplement parler à des gens qui avaient la même formation. Alors, je suis, moi, aux oiseaux, parce que maintenant, ils sont bons. Ils ont des occasions comme les coulisses de la recherche, comme ma thèse en 180 secondes que j'anime à chaque année, de faire de la vulgarisation scientifique extrême. Et non seulement ça, mais ça se fait en français. Et pour moi, c'est un cadeau du ciel. La science s'écrit en anglais. Même les francophones finissent par oublier leurs mots quand on veut leur parler de leur science à force de travailler en anglais. Ils arrivent des fois plus à donner des entrevues qui soient cohérentes. Et moi, je suis à la radio, j'ai pas les images, j'ai pas la distraction de l'image. Et c'est un souci et c'est un problème constant de trouver des gens qui s'expriment bien en français. Et là, maintenant que ces initiatives-là, ben, ça crée ma pépinière de futurs invités. Alors, merci. Merveilleux, merveilleux. Vous parlez tantôt de cet effet que ces gens-là qui étaient plus dans les médias étaient mal vus. On m'a donné un nom il y a pas longtemps, c'était l'effet Sagan. Oui, Carl Sagan. Carl Sagan. Et je pense que c'est en lien exactement avec ça. Donc, la communauté regarde un peu de haut ceux donc les chercheurs qui étaient plus présents dans les médias. Très bien. Bon, finalement, je pense que je vais profiter que Laurence est là. Oui, bonjour. Moi, c'est Laurence Côté. Je suis étudiante au doctorat. Je commence ma 2e année de doctorat ici à l'IRIC avec le docteur Julie Lessard. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce qu'on vient de dire? Déjà, l'aventure, donc le début de l'aventure avec Thomas qui dit j'étais vendredi soir dans le lab un peu avec des résultats qui marchaient pas. Est-ce que tu t'identifies avec ça? Et deuxièmement, ce que vient de dire Sophie André par rapport à l'évolution, toi, tu es dans cette vague maintenant de cette génération qui a comme CSICon, qui a ma thèse en 180 secondes, etc. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi qui a participé aujourd'hui? Où est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu vois la communication et la vulgarisation scientifique faire partie de ta vie de professionnel dans 2, 5, 10 ans? De 5-10 ans. Je me vois même pas la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Mais en fait, pour ce qui est des vendredis soirs, oui, c'est classique. C'est la vie de tous les étudiants de doctorat. Les vendredis, les samedis, 7 jours sur 7, on est les esclaves de nos cellules ou de l'organisme modèle de notre choix. Donc ça, oui, c'est une réalité de tous les étudiants. Puis oui, c'est à partir de ces conversations-là que les plus belles idées naissent. Dans ce cas-ci, c'était dans les coulisses, qui a été une super soirée en passant. Moi, j'ai adoré. J'avais été bénévole l'année dernière, puis ceux qui avaient été vulgarisateurs avaient adoré. Donc, je me suis dit, bon, l'année prochaine, c'est moi qui le fais. Et en effet, c'est wow. S'ils me laissent le refaire l'année prochaine, je vais le faire encore. Mais je sais qu'il y a un bon roulement. Donc, des fois, ils disent non à ceux qui l'ont déjà fait. Mais la vulgarisation, moi, en fait, j'ai pas connu les années où c'était pas mis de l'avant. J'ai l'impression que c'est hyper encouragé de nos jours. On dit qu'un bon scientifique, c'est quelqu'un qui sait communiquer sa science. Si tu sais pas communiquer ta science, ben
quoi bon la faire. On est encouragé à présenter ici à l'IRIC en conférence nationale, internationale. Donc oui, c'est beaucoup mis de l'avant. Côté vulgarisation, par contre, c'était ma première expérience. C'est vraiment plus difficile qu'on pense. Il y a des trucs anodin que nous, on a carrément oublié tellement que c'est loin, tellement que c'est la base que maintenant, il faut se trouver à réexpliquer. Donc ça a été un bon défi ce soir, mais c'était vraiment le fun. Puis je pense que ce que j'ai adoré le plus, c'est les questions des gens. On voit à quel point ils sont intéressés, à quel point il y a des trucs qu'ils veulent savoir, ils sont curieux, puis ils sont venus ce soir pour ça. Puis c'est super de pouvoir leur partager ce que nous on fait aussi. En fait, c'est qu'il y avait plusieurs tables, mais il y en avait une que moi j'ai eue, que c'était des étudiantes du secondaire, qui eux sont vraiment là, par leurs questions, si j'ai pu savoir ça, ils sont vraiment là pour savoir est-ce que c'est ça que je veux faire plus tard. Donc eux, leurs questions étaient... Oui. Puis ils étaient beaucoup plus orientés vers des questions sur c'est quoi ta vie? C'est quoi la vie d'un doctorant? Comment tu t'es ramassé là? Qu'est-ce qui te motive tous les jours? C'est quoi les challenges que tu as rencontrés? C'était beaucoup plus ça que c'est quoi ton projet de recherche? Eux, ils voulaient savoir pourquoi tu es là? Et c'est difficile de se confronter à ces questions-là, de savoir qu'est-ce qui te motive tous les jours. On n'y pense pas tous les jours nécessairement. Les challenges que tu rencontres, ben, la science, c'est que du challenge. Comme on a dit tantôt, il y a des trucs qui fonctionnent parce que ça avance, mais il y a beaucoup de trucs qui fonctionnent pas. Mais quand t'aimes la science, ça fait partie de ce que t'aimes. C'est le challenge et c'est le défi de trouver pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc ça a été ma réponse aux étudiantes aussi. Ils m'ont demandé comment je me suis ramassée là, puis je leur ai dit, ben tu fais ce que t'aimes, puis tu poursuis les opportunités qui te permettent de savoir si c'est vraiment ça que tu veux faire. Donc, ça commence depuis le tout début au secondaire où il faut que tu choisisses sciences fortes ou sciences faibles. Puis, si t'aimes ça, ben tu passes à la prochaine étape, puis à la prochaine étape, puis tu te ramasses deuxième année de doctorat comme moi. Je peux juste rebondir. En fait, il y a tellement de points intéressants dans ce que tu dis, Laurence. La première, c'est dans les coulisses de la recherche, on l'avait pensé comme étant une formation pour les étudiants vulgarisateurs, vulgarisatrices. Formation écrite, parce que vous avez écrit un résumé de quelques mots pour le livret, donc faut écrire correctement, vulgariser, il y a comme une méthode. Je sais que cette année, c'était Joël Leblanc qui vous a relu et coaché, trop cool. La formation aussi orale avec vous, Sophie André, le coaching en amont, challenger les idées, faire du storytelling, etc. Donc coacher ces cases-là, qu'on n'a pas l'habitude de développer, ce genre de compétences-là, on le développe pas en congrès scientifique où c'est hyper aride comme communication, alors que là, on veut vraiment ramener à un niveau où tout le monde va réussir à comprendre le projet de recherche. On est encouragé à communiquer, mais c'est vrai que c'est souvent vers d'autres scientifiques. C'est des gens qui... Tu n'as pas besoin d'expliquer c'est quoi l'ADN. Donc là, ça nous ramène un peu aux sources, ça nous ramène à la base. Et dans la façon de raconter, moi, ce que je dis souvent aux étudiants que je rencontre pour la vulgarisation, c'est que vous êtes habitués aussi à avoir une grande mise en contexte, un grand entonnoir qui nous amène au punch qui arrive vraiment à la fin. Dans la vie, on commence par le punch, puis on développe après. Alors, c'est de mettre vos articles à l'envers, votre façon de penser la communication complètement à l'envers. On n'est pas habitué à ça parce qu'on n'est jamais confronté à le faire. Mais voilà. Puis l'autre chose, c'était sur l'aspect des questions que vous avez reçues du grand public. La force de ces questions-là, ça nous permet en fait à l'époque, c'est comme ça qu'on avait raisonné, de rendre concret notre projet de recherche et de se rappeler pourquoi est-ce qu'on passe tant de temps au laboratoire. Quand on travaille sur un projet de recherche, moi je travaillais sur le cancer du sang chez les enfants, je perdais de vue le problème sur quoi j'étais en train de travailler parce que j'étais tellement concentré sur ma boîte de pétri au laboratoire, sous ma hotte de culture. Je pipetais, mais pourquoi je pipe en fait en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, mais c'est parce que potentiellement je pourrais rajouter un petit morceau du milliard de pièces dans le casse-tête qui est la maladie du cancer du sang et récupérer des questions comme ça du grand public qui paraissent niaiseuses comme ça mais elles sont zéro niaiseuses, elles sont justement hyper enrichissantes. Il n'y a eu aucune question niaiseuse ce soir. Exact. C'est juste les réponses qui sont niaiseuses. Moi je dis toujours ça, il n'y a aucune question niaiseuse, c'est juste les réponses qui sont niaiseuses et réussir en fait à redynamiser, repenser ton projet de recherche grâce à des questions comme ça, c'est vraiment trop chouette. Et le dernier point aussi, puis on en parle très rapidement là-dessus, la santé mentale de la communauté étudiante, et réussir à sortir son nez du laboratoire
prendre une bouffée d'oxygène, se dire ok, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on est engagé en recherche, c'est pour ça qu'on passe tant d'heures et tant d'années dans un doctorat. MT 180 que j'ai fait aussi en pleine pandémie sur la leucémie, puis j'ai adoré ça aussi parce que ça m'a permis en fait encore une fois de remettre en contexte et me rappeler je fais ça pour ça, et le pourquoi, la motivation intrinsèque est tellement importante. Et quand on est tellement la tête dans le guidon, la santé mentale en prend un coup, on perd la motivation et parfois on s'arrête en cours de doctorat pour X ou Y raison, mais garder un souffle et un bouffée d'oxygène, c'est hyper important, et ce genre d'événements-là y participe. Oui, de diversifier ce qu'on fait. Et puis ça a été une des questions où j'ai buggé complètement. On m'a demandé « Qu'est-ce qui te motive? » Et j'étais là « je le sais pas. » Parce qu'on est tellement... On n'y repense pas tous les jours de qu'est-ce qui fait que tu viens ou là, tous les jours, autre que tes cellules vont mourir si tu viens pas. Et j'ai buggé complètement. Mais oui, diversifier ce qu'on fait pour essayer de se ramener à la réalité, puis de changer d'air surtout, parce que c'est vrai que 5 ans, c'est long. À faire la même chose, c'est long. C'est ça, et on rentre dans ce paquebot, et là, on a une motivation, c'est de rentrer parce qu'on voit quelque chose, on va être prof peut-être dans 5, 6, 10 ans. Mais après, une fois qu'on est dedans, c'est vrai qu'on est attrapé par toute cette vie-là, et comme tu disais, Thomas, tout commence à être flou autour de notre résultat qu'on cherche, et c'est important et super intéressant de venir passer du temps avec des gens qui ne sont pas des chercheurs, mais qui sont curieux à propos de ce qu'on fait. Et tu parlais de santé mentale. Quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que tu fais et qui te dit « Ah, c'est vraiment intéressant », ça a une autre valeur que ton collègue qui est aussi scientifique et qui te dit la même chose. Donc, moi, je trouve que c'est comme des couches de bienfaits de ce type d'événements-là que je trouve qui sont vraiment merveilleux. Maintenant, vous trois, vous avez mentionné quelque chose, et aujourd'hui, on l'a vécu ici, c'est vivre dans cette interface entre l'information et la connaissance scientifique et le grand public. Bon, toi, Laurence, tu le fais pas tous les jours, mais tu l'as fait aujourd'hui. Thomas, tu le fais souvent avec tes matinales, mais aussi avec la science d'abord. Sophie André, avec tout le Québec et tout le Canada, de ce cinéma auditif, de transformer des amas d'informations qui, sur papier, peuvent être arides, comme tu disais, ou denses, difficiles à comprendre, en quelque chose qui va attirer la curiosité, faire que les gens restent pour écouter la fin et le punch, et finalement sortent et puissent le jour d'après dire « Ah, ce médicament, mais c'est comme ça qu'il marche parce que je l'ai entendu aux années-lumière. » Et vous êtes tous, quand on parle de vulgarisation scientifique, on parle d'interface directe entre, ou en tout cas le plus direct possible, c'est ce qu'on veut, parce qu'on a vu pendant la COVID les déboires qu'il y a eu avec des fausses informations, etc. Donc, moi, je trouve que tout ce qui est ramener les jeunes chercheurs, mais toute la communauté de recherche le plus proche possible du porte-voix qui envoie le message au public, c'est vraiment précieux et nécessaire pour éviter ces dérives qu'on a vues. C'est quoi vos réflexions par rapport à ça? Est-ce que post-Covid, les choses vont mieux? Les gens, la culture scientifique, est-ce que, je ne sais pas si vous, aux années-lumière, il y a des questions qui viennent du public des fois, mais c'est ça, j'aimerais peut-être passer à un côté. Est-ce qu'il y a déjà des retombées de ce changement qu'on voit depuis quelques années sur je sais que c'est une réponse, c'est difficile à donner comme réponse, mais vos réflexions sur quelle pourrait être ou quelle retombée idéale viendrait de toute cette mouvance et de tout ce travail de vulgariser, de simplifier, mais pour démocratiser l'information et raccourcir le chemin entre le laboratoire et les oreilles de la personne qui, dans le fond, a besoin d'apprendre ça pour avoir une vie plus informée, dans le fond. Je pense que oui, la pandémie a été, il y a eu un avant et un après pandémie. Nous, aux années-lumière, pendant la pandémie, on était en direct pendant 2 ans avec 100% de nos sujets sur la COVID. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire 228 sujets sur le même reportage, entrevue, chronique sur le même sujet. C'est possible, on l'a fait. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que alors qu'on parle d'une crise de confiance envers les médias, d'une crise de confiance envers la science, ce qui est vrai aussi parce qu'on voit beaucoup de désinformation, de désaffection des médias traditionnels. Et la semaine qu'on vient de passer, parce qu'il y a eu des élections américaines au moment où on se parle il n'y a pas longtemps, nous confirme que ça ne va pas arrêter. Là. On va rester dans cette mouvance-là. Mais à côté de ça,
il y a aussi une prise de conscience de l'importance de la science dans nos vies quotidiennes. Et puis là, c'était un virus, mais on se rend compte qu'il y en a d'autres, qu'il y a d'autres possibilités. Donc, l'intérêt pour la science, il s'est allumé pendant la COVID. Il ne s'est pas éteint. En tout cas, de notre point de vue, les auditeurs qu'on a gagnés, et on en a gagné beaucoup pendant la COVID, moi, je me suis dit, ben là, on va les reperdre, là, ils vont retourner. Eh ben non, ils sont restés. Donc, l'appétit pour la science, même quand on parle pas de spicules puis de virus, l'appétit est resté. Donc, moi, je suis encouragée par ça. Mais effectivement, c'est un défi. On est déséquilibristes parce qu'on s'adresse une émission scientifique, un podcast, un Twitch, la vulgarisation, ça intéresse les gens qui sont passionnés par la science. Ça intéresse les autres scientifiques et on parle aux deux en même temps. Alors, on est toujours comme des équilibristes en train de mâcher juste assez. Est-ce que j'explique l'ADN ou pas? Est-ce qu'à chaque fois que je fais un reportage sur l'ADN, je reviens et j'explique l'ADN? On se pose ces questions-là tous les jours, pour chaque reportage, pour chaque sujet. Ça garde en vie, en tout cas. Ça occupe les neurones et c'est nécessaire de le faire comme ça. Ce qui n'est pas le cas si on fait du reportage en économie ou en politique ou en culture. Tout le monde maîtrise la langue de base. On sait c'est quoi une chanson, on sait c'est quoi un spectacle. On n'a pas besoin de réexpliquer c'est quoi. Alors qu'en science, on a besoin de le faire. Mais c'est la beauté de la chose. C'est vraiment la beauté de trouver les mots, de trouver les métaphores. Quand je suis allée pour la formation, en fait, au lieu de les former, de leur donner un cours de vulgarisation, je les ai interviewés les 14. Alors, j'ai fait une usine à entrevues. Chacun 4 minutes, allez, hop. Mais sans leur dire les questions d'avance. Alors, ils avaient tout préparé, leurs belles métaphores, leurs belles vulgarisations. Puis moi, j'arrivais avec des questions. Ouh! Champ gauche, complètement. Mais parce que c'est ça qui nous garde en vie, c'est ça qui nous garde alerte. Alors, en tout cas, moi, j'ai eu du plaisir. J'espère que je vous ai pas traumatisé. Nous, on n'avait pas vraiment pratiqué, on va dire. On avait notre petite analogie, notre petite métaphore écrite sur papier, mais de savoir qu'est-ce que j'apporte en premier, il faut que j'explique ça avant ça. Ça nous a vraiment poussé à nous dire, OK, ça, faut que je l'explique parce que sinon, les gens, ils ont les points d'interrogation dans les yeux. Ça doit venir avant ça. Est-ce que ça, c'est assez vulgarisé? Est-ce que ça l'est trop? Parce qu'il faut pas non plus que les gens, faut pas les prendre pour des débiles non plus. Là. Ils ont quand même une certaine base. Est-ce que mon analogie, elle est trop bébé? Faut vraiment... ça nous a permis de réfléchir à c'est qui notre public, comment bien l'expliquer. En tout cas, moi, ça m'a mis de l'ordre dans les idées. Puis après, on est sortis, on était plus confiants, en tout cas, pour la soirée dans les coulisses. Mais en tout cas, en live, c'était 50% impro, on va dire. Les 5 tables que j'ai fait, j'ai pas dit la même chose aux 5 tables. Voilà. Mais le message a passé dans les 5 cas, puis de voir les gens comprendre, de voir dans leurs yeux que ils sentent qu'ils ont vraiment compris quelque chose de nouveau, puis qu'ils vont ressortir d'ici moins niaiseux. C'est vraiment gratifiant. Vraiment, c'était une belle expérience. Merveilleux. Thomas, toi, sur Twitch, j'imagine que tu as plus encore d'interaction directe en temps réel avec les gens. C'est quoi ton ressenti par rapport à ce côté de, est-ce que les gens, en effet, montrent un intérêt ou du moins un aise à parler science aujourd'hui et à poser les bonnes questions? Comme le disait Sophie André tantôt, je pense qu'il y a eu un avant-après pandémie. Oui, la science, il y a eu un énorme coup de projecteur qui a été fait, mais à l'inverse, il n'y a jamais eu autant de désinformation qu'en 2024. Et ça, je vais pas te mentir, ça me fait très peur. Je baigne dans les médias sociaux constamment tous les jours. Je vois chaque jour une nouvelle histoire qui sort. Les personnes qui déploient la désinformation ont compris comment utiliser les leviers de communication, comment créer des émotions chez les gens, comment créer des histoires, comment raconter des mensonges et comment vendre des produits parce que, in fine, c'est toujours une histoire de vente de produits que les personnes font. Il y a toujours une histoire d'argent que je dis toujours derrière la désinformation. De l'autre côté, les scientifiques, eux, ils n'ont pas de formation en communication. Et lorsque j'ai commencé mon doctorat, il n'y avait pas en fait ce bassin. J'ai commencé en 2016, puis il n'y avait pas un bassin comme vous le disiez tantôt de communicateurs. Il y avait l'ACS, l'Association des communicateurs scientifiques du Québec, mais auprès de la relève étudiante, il n'y en avait pas. Comme SciComm est arrivé, MT 180 est né en 2014, c'est la première, ma thèse en 180 secondes, pardon, est arrivée en 2014, puis ça a fait en sorte que ça bougeait un petit peu les lignes, mais pas suffisamment. Donc ouais, depuis 2018-2019, ça bouge et encore plus avec la pandémie.
Donc les scientifiques ont beaucoup plus conscience de ça. Sauf que pour revenir à ma première idée avec la désinformation, l'enjeu principal, selon moi, et ce que je vois, c'est que les chercheurs, chercheuses ont de plus en plus peur d'aller dans les médias, de prendre leur place qu'ils devraient prendre dans les médias sociaux, les médias traditionnels ou non traditionnels, parce que il y a un réseau extrêmement bien structuré qui va cibler des chercheurs, chercheuses qui pourraient travailler sur les masques, sur les vaccins, sur des pandémies, etc., et donc qui vont être la cible numéro 1. Quand tu es scientifique, t'as pas envie d'avoir des messages haineux toutes les 15 secondes quand tu vas sur les médias sociaux, t'as pas envie de ça, clairement pas, pour ta santé mentale. Ce qui fait en sorte que les scientifiques, ils ont pas envie d'aller sur ces plateformes-là. Donc moi, je trouve ça le fun d'avoir ces présentations-là, ces formations-là, plein d'initiatives comme ça qui forment la relève, parce que vous êtes les scientifiques de demain, c'est vous qui allez à la radio, puis c'est Sophie André qui va vous interviewer pour raconter des histoires, raconter la science. Mais à l'inverse, il faudrait aussi former beaucoup plus les chercheurs, chercheuses à aller sur les médias sociaux, à se protéger, à prendre soin d'eux et à savoir comment réagir lorsqu'on a un torrent de messages haineux qui arrive. Que ce soit sur les médias sociaux, mais ça peut être aussi simplement par courriel ou par lettre chez eux. Ça peut vraiment être juste ça. On est en 3 dimensions, mais on est aussi sur le virtuel et les deux fonctionnent. Donc je pense que c'est un peu ça mon état d'esprit. Peut-être parce que je suis un peu biaisé, parce que je traîne trop dans la désinformation sur TikTok, entre autres, ou sur Twitter, peut-être. Mais j'ai ce ressenti-là. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées avant et après la pandémie. Je sais que les Fonds de recherche du Québec proposent des programmes justement qui permettent de lancer des initiatives, de créer des ponts entre monsieur, madame, tout le monde et les scientifiques. C'est des belles initiatives qui vont dans un sens vraiment intéressant pour vulgariser, démocratiser les sciences. Et je pense aussi, puis je m'arrêterai là-dessus, mon dernier point, il y a une méconnaissance profonde de la méthode scientifique. La Covid-19 a révélé ça. Les gens ne sont pas à l'aise avec l'incertitude et ne comprennent pas qu'il y a une question scientifique. C'est jamais 0 ou 1. C'est toujours 0,3, 2, 4, 6, 9. On sait jamais vraiment. Et même les scientifiques eux-mêmes pensent qu'un jour ça va être 0,3. Finalement, le lendemain, ça va être 0,6. Parce qu'il y a un débat au sein de la sphère scientifique qui est un débat sain, mais que des pseudo-experts vont s'approprier pour dire, moi, j'ai la réponse, ça va être 1. Ta question. Ça sera pas 0,3, ça va être 1. Et donc, la désinformation s'engouffre là-dedans, viennent proposer des choses, des réponses qui sont faciles. Le cerveau est fait comme ça. Il faut que ce soit rapide, efficace, des raccourcis intellectuels. Le cerveau adore ça parce qu'on est lazy en bon anglicisme. On veut avoir des raccourcis, on veut des choses qui soient claires. Malheureusement, la science, c'est loin d'être clair. Il y a beaucoup de nuances. Donc, si on repart vraiment sur le processus, la méthode scientifique, la mettre en lumière, comment ça fonctionne, ça va être un premier rempart contre la désinformation. Gros chantier. Gros chantier. Après, c'est ça, les gens aussi, ils sont pas confortables au fait qu'un consensus 10 ans passés change. Mais là, il fallait pas donner du lait maternel. Et là, tout à coup, il faut donner du lait maternel. Entre autres, il y en a plein. Et là, les gens, et ces gens que tu dis qui profitent pour après manipuler les médias sociaux, ils vont prendre ça, ils vont dire, vous voyez, il y a des incongruences, donc il faut pas leur faire confiance. Les marchands de doute. Les marchands de doute, très belle. Par contre, ce qui fonctionne à la radio, à la télé, sur les médias sociaux, pour faire la vulgarisation, il faut raconter des histoires et il faut toucher les gens dans leur quotidien. Un exemple très concret, ce matin, je travaillais sur un post pour La Science d'abord. C'était sur les oignons. Il y a une tendance sur TikTok actuellement. Les oignons et les pommes de terre. En fait, cette tendance-là, je vous allez voir, qui est en lien avec la grippe. On peut couper des tranches de pommes de terre, les mettre sur les pieds, sous la plante des pieds. Oh mon Dieu, ma grand-mère disait ça aussi avec des oignons. Et ça revient à la mode sur TikTok. Non. Et donc, on fait du contenu, on plie des pieds exactement. Puis ça va même plus loin que ça. C'est la tranche de pomme de terre. Si elle noircit, ça veut dire qu'on récupère à travers la peau les microbes, les virus, les bactéries qui sont en train d'infecter ton corps. Il y a un raisonnement derrière. Puis nous, à La Science d'abord, on vient démystifier ça en disant, voici ce qu'on vous propose comme explication. Pourquoi est-ce que ça noircit? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait pas faire? Et on essaie d'outiller les gens et donc de combattre ce genre de théories-là qui pop, qui font de mal à personne. Finalement, c'est juste un morceau d'oignon qu'on met sous une chaussette. Au final, ouais, c'est vrai dans le fond. Mais c'est juste de l'oignon, on va juste puer des pieds. C'est juste de ça finalement. Mais quand ça va un peu plus loin et que ça vient toucher carrément la santé des gens, c'est beaucoup plus problématique. Donc l'exemple est très soft au final là, mais il y a des exemples beaucoup plus intenses que cela. Gwyneth Paltrow a d'autres idées
plus. Absolument. Oui, et elle a une plateforme et elle manipule, en tout cas, elle manipule ses médias avec plein de ressources pour. Mais là, on s'en va dans le côté sombre. Tu nous as amené un peu sur les problématiques qui s'en viennent. Oui. Est-ce qu'il faut monter dans les coulisses des médias sociaux? Ce serait une édition future de les faire pratiquer de ce côté-là. Qui sait? Mais c'est vrai que le côté santé mentale de ce côté-là, le côté être agressé, être insulté, etc. C'est pas facile à gérer pour quelqu'un qui a décidé un jour, ma carrière, ça va être dans un labo, à faire des expériences et à découvrir des choses. Et tout à coup, on reçoit des lettres. T'as dit même des lettres par la poste et tout. C'est quelque chose que, là, toi, Laurence, tu t'en as entendu parler. C'est ça, on espère que tu le connaîtras pas. Mais moi, j'aime penser par la positive et j'espère quand même que cette mouvance qu'on voit, ce type d'événements comme aujourd'hui, les événements de sciences qui ont lieu pendant l'année, Sciences pour tous, etc., j'espère que ça veut dire qu'il y a une espèce de vague de fond et que la culture scientifique, la pensée critique augmente et ne diminue pas. Parce que les choses dont tu viens de parler, Sophie André disait que sa grand-mère parlait des pommes de terre en dessous des pieds. J'ai l'impression que des fois, et là on en parlait aussi, en tout cas on a touché les élections aux États-Unis, c'est comme s'il y a du monde qui veulent retourner en arrière ou qui veulent que la grande masse de la population retourne en arrière. Et ça, tu vois, c'est une espèce d'obscurantisme quasiment et de discours qui sont sortis du Moyen-Âge. Et ça fait peur. Mais je pense que le type d'événement que j'ai vu aujourd'hui avec des gens du grand public qui sont curieux, qui veulent poser leurs questions, des jeunes qui sont encore à l'école et qui veulent savoir est-ce que je veux vraiment être scientifique, je vais à un événement demander la question à la jeune ou au jeune doctorant, mais moi ça me donne de l'espoir en tout cas. Et je sais pas, Sophie André, si vos interactions avec des questions du public aussi vous donnent espoir plutôt que l'inverse. Oui, moi je suis vraiment choyée parce que je suis dans une émission où le public qui nous écoute a envie de nous écouter. On en reçoit quelques courriels parce que c'est le seul cheminement. Je ne suis pas sur TikTok, je ne vais plus sur X depuis très longtemps parce que j'ai pas le temps. J'ai pas de recherchiste, il faut que je fasse mes trucs. Donc, mais je me rends compte que c'est très très bon pour ma santé mentale. Je travaille avec Marie-Pierre Elie qui travaille aussi au décrypteur, qui elle baigne là-dedans. Puis je la vois arriver des fois là le vendredi, puis elle est pâle parce que elle a passé la semaine dans un monde où il y a des gens qui disent des trucs comme des tranches d'oignon ou des pires choses de conspiration de 5G dans de la cire d'oreille, je sais pas quoi. Et je vois l'effet que ça a sur elle. Et moi, honnêtement, le public qu'on a aux Années-Lumière, c'est vraiment, c'est l'exception. Alors, il y aurait une expression française que je vais pas utiliser pour dire que je suis très, 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 je suis bordée de nouilles de partout. Mais c'est très vrai, ça. Moi, j'ai beaucoup des étudiants qui sont en lyrique ici qui ils vont venir supprimer complètement leurs applications de réseaux sociaux parce qu'ils sont découragés. Il y a Twitter, maintenant X. Il n'y a plus de comment qu'on appelle ça? De censure, c'est ça le mot? Oui. Tu peux mettre ce que tu veux là-dessus. Donc, les pires choses sortent, c'est n'importe quoi. Puis, le public aime ce qui est catchy. Il va aimer ce qui est in en ce moment, les trends que tout le monde suit. Donc, c'est sûr que la science est un peu moins catchy, c'est moins sexy. Donc, des fois, ça va prendre le dessus, ces désinformations-là, et ça fait extrêmement peur. Et les gens finissent par complètement supprimer l'application parce qu'on se dit, il y a tellement de travail à faire pour essayer de lutter contre ça que à quoi bon, tu sais, c'est vraiment très décourageant. Tu me donnes 5 ans de ta vie pour essayer de trouver quelque chose. Et puis, il y a quelqu'un qui, en une semaine, fait fureur en disant n'importe quoi. Donc, oui, ça fait très peur. Mais j'aurais envie, on approche la fin de l'entrevue. Tu viens d'utiliser le mot catchy, donc des espèces de vers d'oreille quasiment visuels ou vidéo qui pognent en bon québécois et qui marchent. Des fois, on voit même des comptes, je découvre des comptes qu'ils postent la même vidéo virale tous les jours, à chaque jour, la même. Et je sais pas exactement comment ça marche leur affaire, mais ça marche. C'est un peu incompréhensible pour quelqu'un comme moi qui
utilise, oui, les réseaux sociaux d'une certaine façon, mais je domine pas les algorithmes, etc. Mais il y a, donc Sophie André, depuis le début, tu parles de cinéma pour les oreilles. Toi, avec la science d'abord, tu parlais de comment est-ce que j'attrape cette idée ou en tout cas, cette tendance sur les patates et les oignons, et je vais essayer d'amener la bonne information, mais d'une façon qui va attirer les gens. J'ai l'impression qu'une des choses qui n'est pas du tout valorisée, parce que c'est pas le mandat, quand tu es chercheur et tu parles à des chercheurs, d'être catchy, donc d'être attirant, sexy, bon, voilà. Mais je pense que quand on pense à devenir un scientifique, une scientifique qui est capable d'amener un message et qui soit mémorable pour un public qui n'est pas initié, il faut ce côté sexy. Dans votre expérience, peut-être pour ceux qui nous écoutent, ce serait quoi des principes? Je dirais peut-être quoi ne pas faire. Donc, comment est-ce qu'on est vraiment pas sexy? Puis après, c'est quoi des vraiment bons principes assez simples pour être capable de passer un message de façon efficace? Donc, je ne vais pas être trop long, etc. Mais c'est quoi la sauce secrète, votre ingrédient secret pour l'être? Et je pense que Laurence va tendre l'oreille à ça La aussi. simplicité. Choisissez le message. On ne peut pas passer 8 idées en 8 minutes. C'est vrai. Donc, choisissez, épurez, élaguez. Et non seulement ça, mais choisissez, je le dis très souvent, la porte d'entrée que vous allez ouvrir pour le public. Des fois, la porte d'entrée, c'est la molécule elle-même. Elle est spectaculaire. Coronavirus, ces magnifiques spicules. On avait, avec le virus lui-même, une image, un slogan visuel ou presque pour intéresser les gens. Des fois, la porte d'entrée, parce que le sujet est un peu aride, c'est la personne. Wow, cette jeune fille, sa mère est décédée du cancer et elle a décidé à 6 ans qu'elle deviendrait chercheuse pour le trouver. Alors, je crée l'émotion. On patauge tous dans le gris tout le temps. Là. C'est jamais noir et blanc. Il faut rendre le gris sexy. Les 50 nuances de gris c'est très sexy. Mais c'est de choisir la porte par laquelle. Des fois, c'est le comment. On en a une qui vulgarisait tout à l'heure avec ses gaufrettes. Alors là, c'est l'instrument lui-même. Alors, choisissez la porte et tenez-vous-en à cette porte-là et à quelques idées. Et le reste, vous le raconterez la prochaine fois. Mm-hmm. Voilà. La chose à ne pas faire, c'est penser entonnoir, du plus général vers le plus précis. On prend cet entonnoir, on va le retourner. On va commencer par le plus précis, puis ensuite on va élargir un peu plus, éventuellement si on a le temps, de choisir un angle de traitement 100%, de choisir une métaphore, un truc qui va marquer les gens. Moi, dans mon cas de ma thèse en 180 secondes, j'avais pris une usine de fabrication de globules rouges, j'avais pris ma métaphore, j'avais tiré j'avais essoré plus ma métaphore jusqu'au bout de mes 3 minutes, parce que c'était ça que je savais que les gens allaient retenir. C'est l'usine de fabrication des globules rouges qui marche pas dans mon cas et que j'essaie d'aller gratter dans le circuit électrique, de savoir comment ça fonctionne. Le yo-yo, je t'ai entendu tantôt, le yo-yo, j'ai gardé le yo-yo me parle, maintenant j'ai compris, les gènes sont entourés autour d'un yo-yo et c'est comme ça qu'ils sont allumés ou éteints. La métaphore fonctionne super bien parce que ça parle aux gens, tout simplement. Il faut parler aux gens, il faut avoir des petites anecdotes ici ou là. Nous, sur les médias sociaux, comment est-ce que nous on fonctionne? On va aller prendre une trend, une vidéo TikTok qui a été virale, et on va partir du préjugé que les personnes qui nous écoutent ont déjà vu passer cette vidéo-là, et on va la débunker en déconstruisant le message petit à petit. Donc on va aller toucher des gens, on va aller toucher le quotidien des gens. Les gens se sentent concernés par le message parce qu'ils ont peut-être déjà entendu ça quelque part, et donc ils ont besoin d'une réponse à savoir si c'est bon ou pas. Exemple très concret, en juin dernier, une influenceuse au Québec a dit, je cite, la crème solaire est responsable des cancers de la peau, fin de citation. Donc, quand on sait que cette influenceuse-là vend des produits, des suppléments alimentaires, la crème solaire, tout le monde l'utilise. Cette vidéo-là a été vue par des centaines de milliers de personnes sur TikTok, sur Instagram. Donc, on prend cette vidéo-là et on va aller la déconstruire pour, encore une fois, rejoindre les gens et dire, bah non, ce qui a été dit là, la science, la recherche scientifique, est beaucoup plus nuancé là-dessus, et clairement la crème solaire protège la peau contre les rayons du soleil. Donc on va aller vraiment toucher le quotidien des gens, et je pense que c'est ça qui est important. Si vous travaillez sur une protéine qui est hyper pointue, hyper nichée, que seul vous et votre boss connaissez,
connaissent, essayer d'élargir un peu plus et de voir, ok, comment est-ce que je pourrais l'inscrire dans une histoire à laquelle les gens vont pouvoir s'identifier à quelque chose, c'est ça qui est important et qui va permettre d'amener les gens dans un processus, dans une réflexion et les prendre par la main et faire en sorte que ces gens-là vont vous écouter du début à la fin. Tout un défi à la radio, tout un défi dans le cadre de Matin dans 180 secondes, mais c'est super stimulant d'essayer de trouver une façon de raconter des histoires correctement et de manière sexy. Et de manière sexy, très bien. Avant de vous demander un petit mot de la fin, donc on a beaucoup parlé de communiquer, donc livrer un message. Et quand tu parlais d'inverser l'entonnoir et de commencer par le point final et d'élargir, et la chose qui m'est venue à la tête, c'est pas la livraison, mais l'écoute. Quand on est communicateur, vulgarisateur scientifique, moi, je pense que, surtout quand c'est dans l'ascenseur avec quelqu'un ou avec notre famille, à un moment donné, on élargit, et si on n'est pas empathique ou attentif à la personne, on peut trop élargir. Et donc, je pense que dans cette idée de vulgarisation communication, il y a quand même, il y a un aller et il y a un retour, et il faut regarder la face de l'autre personne quand les yeux commencent il faut comprendre et se dire, OK, là, j'ai trop élargi. Et donc, là, on a quelqu'un qui a interviewé énormément de personnes dans différents contextes, mais aussi beaucoup dans la science, en Sophie André. Toi aussi, je suis sûr aussi, tu as déjà parlé avec plein de monde. Et toi, ton expérience, c'est plus de novice avec ce que tu as fait aujourd'hui. J'aimerais votre réflexion sur l'importance de l'écoute dans cet exercice de vulgariser, de communiquer, de partager la science. C'est la première question à poser. À qui je parle? Avant d'écrire quoi que ce soit, quand on écrit une thèse, on parle aux gens qui vont nous mettre au défi. Des experts. Oui, des experts. Qui m'écoute? Je pose très souvent la première question quand j'arrive devant une salle, et moi, mes auditeurs, je les vois pas, alors il faut que je jauge un peu, mais qui est là? Ils ont quel âge? Ils ont quel niveau? C'est la première question. Alors, à qui je parle? C'est la première question à se poser. Et la deuxième chose, c'est et très souvent, je me fais dire ça en disant, pour faire de la radio, il faut vraiment bien parler, il faut bien parler. Non, il faut bien écouter. Parce que ça commence comme ça. La personne qui me parle, la prochaine question est dans la réponse qu'elle me donne. Alors, moi, je me prépare, j'ai mon entonnoir, c'est-à-dire que j'ai mon introduction, j'ai ma première question. Après ça, j'ai plein d'idées dans le désordre parce que l'histoire, il faut que je la vive en même temps que les auditeurs. Alors, il faut que je sois attentive. Il faut écouter avant de parler. Merveilleux. Thomas? Moi, quand je suis sur Twitch le matin, j'ai la chance d'avoir un chat. Donc, c'est un peu le format vidéo, radio, télé, mais j'ai des réactions en direct. Donc, quand je vois que j'envoie un message scientifique et que le chat, qui était avant pas mal actif, et que d'un coup, il y a un silence sur le chat... Je comprends que je suis un peu trop compliqué. Il faut que vraiment je revienne avant. Là, je sens qu'il y a des messages qui sont pas passés. Quand on passe à travers une actualité, parfois je sens que ça lâche un peu. Même moi, parfois, je suis comme, ça va peut-être un peu trop loin. Donc là, hop, on revient en arrière, on pose une question, on redynamise un peu tout ça, et ensuite, je m'arrange pour faire un résumé de ce qui s'est passé avant pour que les gens puissent reprendre le chemin en route. Donc, 100% de l'écoute. Dans mon cas, moi, c'est lire le chat et voir comment est-ce qu'ils réagissent. Sur les médias sociaux, on regarde beaucoup les commentaires parce que souvent, en fait, les commentaires vont nous permettre de penser à d'autres publications qu'on va faire après, parce que c'est souvent des questions qu'on va recevoir, auxquelles on n'a pas pensé en séance de brainstorm. On pense à ça, on est tellement dedans qu'on se dit, mais ça c'est trop évident, les gens savent déjà ça. En fait, non, il y a un commentaire qui passe là-dessus, qui est revenu plusieurs fois. Ok, on va le prendre, on va refaire une publication là-dessus. Donc constamment, puis quand on est en entrevue, quand je suis en événement, un panel de discussion à animer, on est obligé, évidemment, d'écouter la réponse des panélistes. Si on se fie juste à son fil rouge et qu'on enchaîne les questions, c'est super plate, en fait. Donc, faut toujours s'assurer de pouvoir rebondir, quitte à lâcher, en fait, son fil rouge. Quand on anime un panel, au pire, regarde, on posera pas toutes les questions qu'on avait vues à la séance de préparation, pré-entrevue, c'est pas grave. On va aller voir là, parce que c'est intéressant, parce qu'on sent que le public réagit, on sent qu'il y a des mains qui se lèvent, qu'il y a des regards et tout ça. Il faut lire la salle, il faut sentir la salle. Pas toujours évident, parce que parfois les scientifiques sont très, poker face, ils ne réagissent pas trop, mais quand on essaie un petit peu de les bousculer un peu, c'est là où on voit que ça réagit et qu'on a des choses à aller chercher, etc., des choses intéressantes, les faire sortir de leur zone de confort, c'est ça qui est intéressant. Donc réussir à lire une salle lorsqu'on anime un panel, c'est un défi, mais c'est intéressant. L'humour aussi. Fonctionne bien aussi, ouais. Créer des émotions, on en revient toujours, les émotions.
Laurence, ton expérience aujourd'hui, mais du côté écoute des questions que les gens te posaient, peut-être aussi de leur langage corporel, je sais pas. C'est ça. Moi, j'avais la chance d'être en présentiel, donc je pouvais voir le langage corporel des gens qui dit tout. On peut lire beaucoup chez une personne juste par son langage corporel. Surtout ceux qui étaient un peu plus gênés de poser des questions. Je voyais quand même qu'il y en avait. J'essayais de les tirer un peu. Mais jamais j'ai eu de moments de silence où il n'y avait pas de questions. Mon petit pitch de vente devait se ressembler de table en table. Mais le plus valorisant et le plus informateur, ça a été les 10 minutes de questions. C'est là que je pouvais savoir c'est qui mon public. Est-ce qu'il y en a dans les 5-6 personnes qui sont devant moi qui ont un petit background en sciences, juste par la façon qu'ils posent les questions, ce qui les intéresse. Puis c'est à ce moment-là que je pouvais gager un peu ce que j'allais répondre en question, puis ce que j'allais leur dire comme information. Avec certains, je suis allée un peu plus loin, avec d'autres, moins loin. Il y en a que c'était des questions aucunement sur la science, mais juste sur moi. Donc, ça a été vraiment cool. Puis, c'est ça, de voir leur réponse, mais corporelle. Ça me permet, moi, après, de gager, j'ai pas d'autres mots en bon québécois, de doser mes réponses. Mais oui, donc ça c'est aussi très important quand il y a la chance d'avoir cette version présentielle-là, oui. Merveilleux. Bon, mais là, alors, un petit tour de la fin, Laurence. Tu avais participé comme bénévole, tu avais dit l'année passée, cette année participante, quelqu'un qui nous écoute, qui est ici, mais peut-être qui est à son université et qui se dit, ce serait peut-être cool de faire quelque chose comme ça chez nous. Qu'est-ce que tu dirais pour motiver cette personne-là, ou à participer l'année prochaine ici à Lyrique, ou peut-être à créer quelque chose qui ressemble, ou à parler à son boss ou à sa boss de comment ça serait cool de faire ça chez nous, et de par ton expérience, qu'est-ce que tu leur dirais? D'y aller à fond, parce que clairement, avec ce qu'on voit aujourd'hui, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Moi, de mon point de vue, d'avoir été l'année dernière bénévole et cette année vulgarisatrice, il y avait encore plus de gens cette année. Donc, je sais pas si c'est notre équipe d'Instagram qui est encore meilleure, mais il y a eu un engouement qui s'est créé autour de Dans les coulisses. Si les gens veulent participer, ils peuvent venir en tant que spectateurs, en tant que bénévoles, puis l'année prochaine, ils décident s'ils veulent être vulgarisateurs. Il y a un bon roulement. Je pense qu'il n'y a aucun des vulgarisateurs cette année qui l'a fait l'année dernière. Donc, les étudiants ici veulent participer à ça, veulent partager leur science. Puis pour les autres universités, tout est possible. Ils peuvent le faire chez eux aussi s'ils veulent. Sinon, ils peuvent venir nous voir et on va les accueillir. C'est sûr qu'ici, les vulgarisateurs, c'est des étudiants de Lyrique, mais ils peuvent participer, poser des questions. Ils vont nous prendre en surprise et en posant des questions full scientifiques. Comprendre comment ça marche. Ouais, oui. Sophie André, alors, pour vous, c'était d'être avec peut-être des gens de votre public à la radio qui étaient à table avec vous, mais aussi d'être devant cette relève qui peut-être un jour va passer certainement. à la radio. Certainement. Oui. C'était comment cette expérience? C'est toujours agréable, cette rencontre-là. Moi, je salue les deux côtés parce que c'est vraiment une rencontre. Il y a des étudiants, des étudiants-chercheurs qui ont vraiment pris du temps, qui n'ont pas beaucoup, pour ajouter cette expérience de vulgarisation scientifique qui est vraiment très exigeante, qui les a menés dans des zones où ils étaient peut-être plus inconfortables. Alors, ils ont fait un bout de chemin, mais je salue aussi les gens du public qui se sont dit, même si, il faisait pas loin d'être moins 15 aujourd'hui, mais on est encore sur le haut de la montagne, puis en montant, je me disais, est-ce que les gens vont vraiment monter en haut de la montagne? Donc, il y a un peu d'Yannick Villedieu en moi, ça, qui doute. Mais donc, je salue que les gens du public viennent. Ils viennent là. Moi, je fais des bars des sciences pour les Années-Lumière. Puis la dernière fois qu'on a eu 200 personnes au cœur des sciences venir discuter avec des scientifiques. Merci. Il y a une partie du chemin qui est faite par le public. Et quand on se retrouve, moi, j'ai la chance, je suis vraiment confortablement entre les deux à faire le lien. Il n'y a pas de meilleur moment. Oui, c'est très agréable d'animer l'émission, mais ces moments-là où il y a vraiment les deux, le public et les scientifiques, c'est vraiment les petits moments de motivation pour moi, pour nous des étincelles. C'est hyper, de voir que les gens sont menés à venir nous voir. C'est hyper valorisant de savoir qu'ils sont tellement intéressés qu'ils viennent à notre rencontre. C'est super. Et quand on pense que
encore une fois, tu as mentionné, Thomas, la santé mentale. L'isolement, c'est quand même quelque chose de très prévalent dans cette population, surtout au doctorat. Juste de te voir sourire et tes yeux briller, Laurence, en tout cas, moi, je veux que de plus en plus d'événements comme ça arrivent et que de plus en plus de gens y participent, que ce soit de ton côté, Laurence, mais aussi du public. C'était vraiment spécial comme événement. Je suis vraiment, moi, personnellement, content d'avoir pu le vivre aujourd'hui. Et pour terminer ce petit tour, Thomas, 5 ans plus tard, tu participes plus comme organisateur, mais bon, tu es ici. On a déjà senti, les gens même qui nous écoutent, ont senti combien tu es fier et tu es heureux de voir l'évolution de ce projet-là sans maintenant ton influence, mais t'as lancé la boule de neige qui maintenant roule en santé. Réflexion sur l'année 5 c'est ça, idée, peut-être aussi un mot de motivation pour des gens qui sont comme toi dans le fond de leur labo. Aujourd'hui, c'est jeudi soir qu'on enregistre, mais ils sont dans leur labo et ils se disent qu'il faudrait qu'ils organisent quelque chose à leur institut là. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les inspirer, à part tout ce qu'on a déjà dit, qui déjà, moi, je pense, devrait être assez de motivation? D'abord, courage. Si vous êtes en expérience en ce moment au laboratoire, un jeudi soir, courage. J'espère que ça va fonctionner. Moi, ça m'inspire beaucoup, en fait, de voir ça. Tantôt, je suis arrivé un petit peu avant le début de l'événement, puis j'étais ému en fait de voir que le projet vole de lui-même, qu'il y a des étudiants qui sont engagés, autant que je l'étais à l'époque, de vouloir mettre en avant la science, la faire rayonner, la recherche scientifique, la faire rayonner, expliquer, c'est ça, une recherche sur le cancer. Je pense que si jamais vous avez envie de créer une initiative comme celle-là, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'organisation en fait à l'IRIC. Ils vont se faire un plaisir de vous guider puis de vous aiguiller sur le processus de création d'un événement comme celui-là. Donc vraiment, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que ça va créer des petits bébés ici ou là dans d'autres laboratoires. Ça serait vraiment trop cool. Un speed dating scientifique, c'est un format un peu particulier quand même. Fait que j'espère que vous pourrez le vivre, ce speed dating-là. Et sur une note plus personnelle, on était en pleine semaine, on est encore en ce moment à l'heure de l'enregistrement en pleine semaine d'élection américaine. Hier, j'étais pas bien du tout, personnellement. Ça allait vraiment pas bien de mon côté. Je pense que la désinformation a eu un impact sur l'issue du vote. Et je me suis demandé, en fait, pourquoi est-ce que je fais ce métier-là hier. C'est la première fois après 2 ans que je me suis demandé pourquoi je faisais ce métier-là. J'avais envie de tout lâcher. Et puis aujourd'hui, ça allait mieux. J'ai pris mon petit café, on est reparti. Et un événement comme celui-là ce soir me fait beaucoup de bien, ça me redonne foi en l'humanité et j'espère en tout cas que ça va continuer. Et si vous avez une idée en tête, un embryon d'idée, allez-y, discutez-en autour de vous, dans votre asso étudiante, rapprochez-vous de personnes qui ont peut-être plus d'expérience en événementiel, en formation, etc. Faites des rencontres parce que moi, ça m'a permis de développer mon réseautage à l'époque, puis on pourra en parler dans un autre balado avec toi, David. Mais ce qui s'est passé pendant mon doctorat, pendant toutes mes expériences de vulgarisation scientifique, m'ont permis de me créer ce réseau-là avec qui je travaille aujourd'hui. Donc vraiment, sur un plan plus professionnel, allez-y, foncez. Et sur un plan plus personnel, prenez soin de vous et créez ce genre d'initiative-là. Si ça vous fait envie, foncez. Merveilleux. En tout cas, ça termine un peu cette entrevue finalement à 4 que j'appellerais dans les coulisses des coulisses de la recherche. Inception. On a visité différents domaines du positif, du moins positif, surtout dans le côté médias sociaux, etc. Mais je pense que c'est clair si vous nous avez écouté jusque maintenant que déjà c'est un modèle que vous pouvez reproduire dans votre université, dans votre institut. Ça se fait à l'échelle que vous pourrez. Mais aussi, pour vous qui écoutez et qui êtes dans le fond de votre laboratoire, je pense qu'après tout ce qu'on a dit, vous pouvez vous permettre de penser que vous avez le droit de vous-même amener ce que vous faites au laboratoire en dehors des murs du laboratoire. Il y a maintenant plein d'événements, on les a mentionnés, de concours, de formations, de conférences qui vous permettent assez facilement d'apprendre un peu et de tremper vos orteils dans la piscine dans la pataugeoire pour voir comment ça marche. N'ayez pas peur de le faire. Il y a plein de bon monde super bienveillants, que ce soit
des chercheurs, chercheuses, des ex-chercheurs, chercheuses, des communicateurs professionnels, et c'est une belle communauté. Donc, n'hésitez pas à faire le saut et au moins à essayer. C'est pas tout le monde qui doit être vulgarisateur. Ça prend des chercheurs qui ne font que chercher aussi. Voilà. Mais si vous avez la curiosité, allez essayer, et il y a plein de bonnes façons de le faire aujourd'hui, et j'espère vraiment que si on avance 5 ans dans le futur, que cette espèce de vague de fond, cette espèce de coussin de sécurité par rapport à la bonne information scientifique, il va avoir grandi et il va être en santé. Et comme tu dis, ce type d'événements vont avoir des bébés de plus en plus. Donc, merci Sophie-André, merci Thomas, merci Laurence. Merci. C'était une très belle entrevue et très bel événement. Bravo, papa. et que ça dure encore très, très longtemps. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode hors série d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si des professions comme la vulgarisation scientifique, le journalisme scientifique ou d'autres professions qui ne se passent pas au laboratoire t'intéressent, n'hésite pas à te joindre à la communauté Papa PhD sur school.com/papaphd, où tu peux en parler directement avec moi plusieurs fois par semaine, et où tu trouveras une communauté de personnes comme toi qui font de la recherche, mais qui sont aussi intéressées à ce qui existe professionnellement en dehors du labo pour toi.